Bon, les amis, globalement, l'actualité blockchain et crypto de la semaine, première chose qu'il faut avoir en tête, c'est le fait que Bitcoin a un petit peu dévissé. Ether résiste mieux que Bitcoin, même s'il était un petit peu en retard. Hein. Ether reste donc et statue vers les 2500 $, alors que Bitcoin, lui, a plongé vers les 41 700. Il s'est rapproché des 40K, mais il est aujourd'hui à 41,7. Globalement, je pense que c'est tout simplement le soufflet des ETF qui est en train de retomber, parce que les gens sont en train de se rendre compte que oui, sur du long terme, ça va peut-être apporter de la liquidité, mais sur du très court terme, depuis qu'ils sont lancés, les ETF, ils ont fait rentrer 1 milliard de dollars de nouvelles liquidités sur 816 milliards de dollars positionnés sur Bitcoin, donc on a le temps. C'est ça qu'il faut vraiment garder en tête. Bon, au pays des ETF, Bitcoin se situe entre l'or et l'argent, en tout cas en termes de volume, c'est-à-dire que depuis qu'un ETF a été posé sur Bitcoin, il y a eu à peu près 12 milliards de volume d'échanges sur Bitcoin, c'est ça, les 12 milliards de dollars, alors que sur l'ETF argent, donc le métal gris que vous connaissez bien, hein, qui est le cousin de l'or, il y a eu 11,5 milliards. Donc Bitcoin se situe déjà entre l'or et l'argent en termes de volume. Ah, j'allais dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien eu comme volume le 13, 14 et 15 janvier? Eh bien, c'est très simple, on ne peut pas échanger d'ETF le week-end, c'est une dinguerie. Par contre, il y a quand même 2 milliards de volume par jour. Je rappelle que milliards de volume, c'est le volume total qui a été échangé, ce qui veut tout simplement dire que c'est pas forcément de la nouvelle liquidité. Si quelqu'un vend un ETF pour en acheter un autre, il n'a pas rajouté de la nouvelle liquidité, hein, il est juste passé d'un produit à l'autre et pourtant ça fait du volume, faut le garder en tête. C'est parti, je continue. ETF, Bitcoin au comptant, Grayscale et BlackRock dominent le marché. Vous avez ici la répartition en volume des ETF. EBIT, c'est celui de BlackRock. GBTC, c'est celui de Grayscale. Et vous voyez que le gros leader pour l'instant, c'est Grayscale. Mais comme c'est celui qui a le plus de frais, c'est également celui qui a la courbe de dominance qui baisse le plus parce que naturellement, les gens sortent de ce produit pour aller sur d'autres, étant donné qu'il y a moins de frais. Notamment celui de BlackRock, hein, donc celui qui est en rouge, il y a 0,2% de frais, si je dis pas de bêtises. Alors que celui de Grayscale en violet est à 1,5. Le volume du troisième jour jusqu'à présent s'élève à un demi-milliard pour les 9 nouveau-nés qui sont en bonne santé. EBIT conserve sa position comme étant le plus susceptible de dépasser GBTC en tant que roi de la liquidité. Ouais, 9,5 milliards de dollars. Costaud. ETF Ethereum reporté à mars. Gary Gensler prépare sa riposte. Bon, vous l'avez compris, maintenant on attend un ETF. Hein. Vu ce que ça a fait sur Bitcoin, tout le monde attend un ETF sur Ether. Et évidemment, ce produit financier n'est pas prêt d'arriver parce que tout comme sur Bitcoin, la Security Exchange Commission prend son temps. Et visiblement, ça commence par delayed, comme ils avaient fait sur l'ETF Bitcoin, reculer la date à laquelle ils vont poser une réponse. Encore une fois, je pense que si jamais ils trouvent une raison de refuser les ETF Ether, cette raison va s'articuler autour du fait que Ethereum pourrait être considéré comme une security, alors que Bitcoin est pour beaucoup considéré comme une commodities. Ce sont deux formes complètement différentes. Hein. Les commodities, c'est par exemple les métaux précieux. Les securities, ce sont des produits qui sont régulés par la Security Exchange Commission et qui sont totalement différents. D'ailleurs, la CFTC, hein, qui est le régulateur des commodities, n'a pas la même position sur Bitcoin que la SEC, qui lui est le régulateur des securities. Un peu les deux, on va dire, c'est à moi de le réguler. Peu importe, tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, ils vont faire traîner le pas et qu'ils vont utiliser la stratégie de la lenteur avant d'accepter un ETF quelconque. Tether USDT imite MicroStrategy et accumule des bitcoins comme jamais. Bon, tout simplement, le stablecoin USDT vient d'acheter 8888 bitcoins. Ils sont très très loin quand même de MicroStrategy avec ses 190 000 BTC, mais ça fait quand même 380 millions de dollars. Autant vous dire que si là il y a un bull run qui arrive, qu'il y a Bitcoin qui fait x4, déjà que Tether ils sont sur le toit du monde, mais ils vont être beaucoup plus haut. Au total, l'adresse BTC présumée de Tether, qui n'a jamais été officialisée, hein, détient aujourd'hui 66 000 bitcoins. C'est quand même costaud. C'est la 10e plus grosse baleine bitcoin. MetaMask lance une fonctionnalité qui vous permet de staker vos Ethers tout simplement. Quand vous les avez par batch de 32 Ethers, vous pouvez directement depuis MetaMask sélectionner combien. Moi je dis ça juste au cas où vous ayez 280 000 $ et que vous voulez faire un petit clic, vous pouvez le faire depuis MetaMask. Les amis, Kiln
qui est un gros opérateur d'infrastructure et qui détient plus de 3,5 milliards de dollars au total sur ses validateurs, a annoncé une levée de 17 millions de dollars. Le CEO s'appelle Laszlo. Le mec est une brute épaisse. C'est une personne que je consulte parfois quand je sais pas comment me positionner, notamment sur des décisions plutôt stratégiques, principalement sur de l'infra. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'un jour Meria fournisse de l'infrastructure à Keene et fasse partie de leur pool d'opérateurs quand ils vont ouvrir ce genre de choses et qui vont entre guillemets se rapprocher d'un modèle à la Lido. Et pour le coup, les mecs sont vraiment balèzes, donc je voulais vous en parler. C'est une levée de fonds qui est française en plus de ça, donc ça fait du bruit. Le market maker français, un deuxième français, Flodesk, lève 50 millions de dollars. C'est costaud ça aussi les gars. Stratégique, tu lèves au bon moment, tu lèves pour te renforcer avant le bull run et pour augmenter encore plus ta capacité à capter la vague qui peut arriver. Les levées de fonds qui vont s'enchaîner les unes après les autres, ça envoie un bon message. Cette levée de fonds montre que Flodesk est la solution émergente de référence dans les services de market making et d'échange OTC de gré à gré, grâce à nos solutions de gestion de liquidité pour les émetteurs de tokens et les institutions dans un contexte marqué par l'incertitude réglementaire, la volatilité et les multiples déconvenus subis par ce secteur. La liquidité est restée faible. La gamme complète de services Flodesk, blablabla, blablabla. On a un de nos gars qui était à l'époque chez Desk et qui est maintenant chez Flodesk. Il est passé de Deskcoin à Flodesk. En fait, le mec, à chaque fois qu'il passe dans une boîte, il vérifie si les 4 dernières lettres correspondent bien avec la précédente. 50 millions quand même, les gars, ça fait du flouze. Hein. Si tu lèves 50 millions, t'as peut-être vendu 15-20% de ton capital. Ça veut dire que Flodesk, il valent 250 bars. Entre guillemets, enfin, j'en sais rien. Hein. Ça dépend de combien de pourcentage ils ont vendu. Les amis, le hard fork Cancun Deneb déployé sur le testnet Goerli. Alors pour faire simple, on attend une grosse mise à jour sur Ether et pour le coup, elle a été déployée sur le testnet, donc ça commence déjà les tests. Hein. Il y a eu le hard fork Shanghai dont on avait beaucoup parlé. Là maintenant, c'est Cancun Deneb. Pour faire très simple, ça va permettre des fonctionnalités, notamment sur des grosses données qui peuvent être écrites sur la blockchain et qui vont être très utiles pour les layer 2. Pour moi, ça va être un petit peu comme le coup de feu, le top départ du vous avez des layer 2, ça va péter et ça va péter maintenant parce que maintenant Ether est encore plus compatible avec les layer 2. D'ailleurs, je viens de signer entre guillemets, c'est un accord oral, une vidéo sponsorisée avec un layer 2 que j'apprécie énormément. Un gros layer 2 que je mentionne et dont je fais la mise en avant dans ma vidéo sur le Zero Knowledge, les Layer 2, le détail de comment fonctionne cet écosystème. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Ce sera entre guillemets un mélange entre un peu technique et un peu générique. Qu'est-ce que c'est, d'où vient leur histoire, comment ça fonctionne, qui les utilise, mais également un rappel de techniquement qu'est-ce que ça propose. J'espère que ça va vous plaire. Celsius, les créanciers vont bientôt recevoir leur crypto-monnaie. Alors apparemment cette fois-ci c'est la bonne, en tout cas suite à des avancées légales, Celsius va sortir de sa faillite, de son Chapter 11, et les utilisateurs devraient pouvoir récupérer à peu près, je crois, 60% des crypto-monnaies qu'ils avaient sur la plateforme. Globalement, j'ai pas suivi Celsius autant qu'FTX, mais en tout cas, ils devraient normalement distribuer en janvier prochain, aux alentours du 31 janvier, ça peut vite être postpone, hein, je vous le dis. Hein. Et ils devraient au total, voilà, si vos fonds étaient de 100 $, votre réclamation sera ramenée à 75 $ et vous percevrez 67% de cette somme, soit 59, donc 60 $. À la base, c'était censé être 43 $, donc 44%, et on est à 60% du montant total. Notez que si vous avez retiré 100 000 $ ou plus dans les 30 jours avant le 13 juillet 2022, qui est le jour où les gens ne pouvaient plus retirer, vous êtes tenu de renvoyer 27,5% de votre retrait avant le 31 janvier sous peine de poursuite. Ceci conditionne les restitutions de vos fonds restés sur la plateforme. Je pense que pour beaucoup, ce sera rentable s'ils ont retiré autant, mais pour ceux qui ont totalement tout retiré avant que ça pète, je pense que on va leur demander de l'argent qu'ils ont peut-être plus.